Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle immersion au cœur de nos sources. Bonjour Sam, je suis ravie d'être là pour cette nouvelle session. Ouais, moi aussi. Aujourd'hui, notre mission est d'examiner les mémoires d'un des plus grands naturalistes de l'histoire. On va se baser sur le texte The Story of My Boyhood and Youth de John Muir. Tout à fait, c'est un texte vraiment riche. Et l'objectif de notre analyse, pour ceux qui nous écoutent, c'est de comprendre une dynamique très particulière. Comment un environnement d'une rudesse inouïe, fait d'une discipline écossaise intraitable et d'une survie brute dans la nature, a pu forger une âme avec une telle empathie pour les animaux et la nature. C'est un vrai paradoxe en fait. Exactement. Bon, décortiquons tout ça. Le récit s'ouvre sur un contraste très net entre les premières années de l'auteur dans une petite ville d'Écosse et son éveil à l'état sauvage quand il émigre dans le Wisconsin. Et franchement, la période écossaise semble particulièrement brutale. Ah bah, le texte nous offre une documentation très crue sur l'éducation au 19e siècle. On est à Dunbar, en Écosse, et les sources dépeignent un monde où l'enfance est vue comme une sorte de sauvagerie innée. Qu'il faut dompter à tout prix, quoi. Complètement. La pédagogie de l'époque ne s'embarrassait pas de théories sur l'épanouissement personnel. L'apprentissage se faisait de manière très frontale, et pour être précis, par la douleur physique. Ouais, les professeurs mentionnés, comme Mungo Siddons ou Monsieur Lyon, ils utilisaient un truc qu'on appelait le tose, c'est ça, hein? C'est ça, un martinet en cuir. Et les notes de lecture décrivent un programme scolaire qui semble juste vertigineux pour des enfants. On parle de mémoriser 3 leçons de latin par jour, 3 de français aussi. de l'anglais, de l'histoire, et réciter des règles de grammaire super complexes de manière totalement mécanique, et le moindre trébuchement. Punition immédiate. Coup de martinet. Mais comment on justifiait une approche pareille à cette époque? C'est de la torture? Bah, c'est pas présenté comme du sadisme dans les textes. C'est une conviction de la société écossaise d'alors. On croyait fermement qu'il y avait une connexion physiologique directe entre la peau et la mémoire. Attends, la peau et la mémoire. Oui. L'idée, c'était que la douleur, l'irritation causée par le fouet, ça stimulait la capacité du cerveau à retenir l'information. C'est dingue. Frapper un enfant, c'était vu comme une méthode scientifique pour faire entrer le latin dans sa tête. Le corps de l'enfant était vraiment un champ de bataille contre l'ignorance. Et cette terreur, elle s'arrêtait pas aux portes de l'école. En lisant les sources, il y a un truc qui frappe, c'est la violence du monde extérieur vue par les enfants. Le texte mentionne une légende urbaine terrifiante, le Dundee Doctor. C'était quoi cette histoire? C'est l'illustration parfaite de la paranoïa de ces villes. Le Dandy Doctor, c'était un croque-mitaine alimenté par les rumeurs victoriennes sur les profanateurs de sépultures. Les fameux voleurs de cadavres. Voilà. Et la légende disait que cet homme rôdait dans Édimbourg avec un long manteau noir. Son mode opératoire, c'était de plaquer des pansements ultra-adhésifs sur le visage des enfants égarés. Pour les étouffer en silence. Exactement. Et ensuite, ils rendaient prétendument leur corps aux écoles de médecine pour les dissections. L'angoisse devait être totale pour des gamins. Les mémoires racontent qu'en hiver, quand il faisait nuit tôt, les enfants préféraient rester barricadés dans la cour de l'école plutôt que de rentrer chez eux. C'est dire le niveau de peur. Mais il y a une dualité troublante. D'un côté, cette terreur face aux adultes, et de l'autre, une cruauté presque expérimentale des enfants entre eux ou envers les animaux. C'est un point central de la psychologie du texte. Livrée à elle-même, cette jeunesse reproduisait la brutalité de son éducation. Les garçons organisaient des combats de chiens féroces. Et l'épisode du chat. Ah oui, le chat, par la fenêtre du grenier. Il voulait tester le mythe selon lequel un chat retombe toujours sur ses pattes. Et il le jette d'une hauteur folle. Mais le pire, c'est comment ils rationalisent le truc. Oui, avant de le jeter, ils essaient de le lapider. C'est ça. Ils le blessent, et après ils se disent « Ah ben on doit l'achever par pitié ». La sauvagerie s'auto-alimente. Pourtant, ces mêmes gamins montrent une sensibilité inattendue à d'autres moments. Oui, il y a l'histoire du chien Louéline. Toute la classe fond en larmes quand le maître lit l'histoire de ce lévrier gallois tué par erreur. Toute la classe pleure pour un chien fictif ou historique, mais jette un vrai chat par la fenêtre. La psyché est en pleine formation. Cruauté en groupe, mais empathie face à l'injustice narrative. Il y a une autre anecdote forte. Un soldat des Scottish Grays escalade un arbre dans le jardin familial pour voler un nid de rouge-gorge. Les parents oiseaux qui crient de détresse. Et le soldat s'en fiche. Il part vendre les œufs pour se payer une bière. Et là, tous les enfants pleurent de façon incontrôlable. Ils comprennent intuitivement l'abus de pouvoir. Et cette rébellion contre l'autorité, elle se manifeste physiquement, ce qu'ils appelaient les scoochers, des jeux de bravoure extrêmes. L'auteur raconte qu'avec son frère, ils se pendaient par un seul doigt au bord du toit de leur maison en pleine nuit.
Avec le vent qui s'engouffre dans les vêtements, le vide en dessous, ces scouchers, c'est un besoin viscéral de reprendre le contrôle. Flirter avec la mort, c'était leur seul espace de liberté absolue dans ce monde régi par le fouet. Une énergie sauvage qui trouve pas sa place en Écosse. Mais cette énergie va trouver un exutoire. Un soir, le père rentre et fait une annonce incroyable. Le départ pour l'Amérique. Pour les garçons, c'est l'ouverture des portes du paradis. J'imagine bien. L'Amérique, dans leur tête, c'est une utopie. Un pays sans école, sans grammaire. Ils rêvent d'arbres à sucre, de terres pleines d'or et de millions d'oiseaux. L'antithèse de Dunbar. Mais le grand-père remet les pieds sur terre. Ce qui est fascinant ici, c'est le contraste des générations. Le grand-père leur donne des pièces d'or, mais il les prévient. Il leur dit quoi en substance? Il leur dit qu'au lieu de l'or et d'une liberté totale, ils vont surtout trouver du travail dur. Très dur. Et le voyage en mer confirme cette différence. 6 semaines sur un vieux voilier dans les tempêtes. Les adultes sont malades en mourir dans la cale. Et les enfants? Immunisés instantanément. Ils courent partout, aident les marins, une adaptabilité incroyable. Ils finissent par s'installer dans le Wisconsin. Et l'anecdote est drôle. Ils ont choisi cet état juste parce qu'un marchand de grains à Buffalo a dit au père que le meilleur blé poussait là-bas. L'émigration tenait à peu de choses. Et là, c'est la bascule du texte. Le baptême dans la nature, sauvage. Le changement d'échelle est vertigineux. Dès qu'ils descendent du chariot devant leur nouvelle cabane en rondin, avant même de regarder la maison, ils trouvent un nid de geais bleu. C'est le premier contact et le choc visuel la nuit avec les lucioles. Ah oui, la prairie illuminée. L'auteur décrit ça comme des étincelles de feu tremblantes. Il pensait même que la lumière clignotait dans ses propres yeux. Parce que sa seule référence pour ce genre de lumière, C'était les étincelles qu'il voyait quand il prenait un coup de poing dans la figure à l'école. c'est une métaphore terrible mais révélatrice. Son cerveau cartographie la beauté avec ses souvenirs de violence. Et l'apprentissage passe aussi par les sons. C'est un nouveau lexique. Les fameux sons du Wisconsin, l'engoulevent, le whippoorwill. Un ouvrier américain leur dit que l'oiseau demande littéralement à être fouetté, whip him. Il y a aussi les grenouilles taureaux. Leur coassement ressemble à des prénoms bibliques, Isaac, Jacob. Et ils observent aussi les comportements. L'oiseau moqueur, le tyran Tritri, qui attaque des faucons énormes pour défendre son nid. Cette observation minutieuse de la faune, ça change complètement leur vision des animaux domestiques. Ils ne sont plus de simples outils agricoles. Exactement. L'histoire du bœuf Buck est géniale pour ça. En automne, on donnait des citrouilles gelées aux bêtes. La plupart s'abîmaient les dents en essayant de mordre la glace. Mais pas Buck. Non, Buck était un stratège. Il choisissait sa citrouille, la faisait rouler dans un endroit dégagé, il se mettait à genoux lentement, plaçait son grand front plat dessus et l'écrasait de tout son poids. Après, il mangeait tranquille. Si l'on relie cela à la vision d'ensemble, on assiste à la déconstruction du concept d'instinct aveugle. À l'époque, on pensait que l'animal ne réfléchissait pas. Mais là, les enfants partagent la souffrance du travail avec les bœufs. Ils voient les bêtes soupirer de fatigue le soir, s'étirer le matin comme des humains. Il y a une vraie reconnaissance mutuelle. Les chevaux aussi sont centraux dans cette éducation. Le petit poney Jack, mi-indien, qui survit au marais de boue noire. Un jour, les garçons le lavent en plein hiver, il finit couvert de glaçons. Le père était furieux, mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est le cas de la jument Nob. Nob, c'est peut-être le cas le plus riche du texte sur la mémoire traumatique animale. Elle avait une curiosité folle. Un jour, l'auteur lui tend une grosse souris des champs pour jouer. Et au lieu de s'enfuir, Nob la renifle, la prend dans sa bouche, la mâche et l'avale entière. C'est très perturbant pour un herbivore. Mais Nob est surtout marqué par un traumatisme profond. Oui, elle avait été volée par un Indien, emmenée très loin. Ils l'ont récupérée, mais des années plus tard, en passant près du lieu de l'enlèvement, la jument s'est figée. L'auteur sentait son cœur battre comme un tambour de terreur. La cicatrice psychologique était intacte. Et comprendre qu'un cheval a une mémoire à long terme d'un traumatisme, ça force le respect. Ce n'est pas une machine. Ce qui rend sa mort encore plus tragique. Le père, dans sa ferveur religieuse, décide d'utiliser Nob par une chaleur étouffante pour aller à une réunion à 25 km. Elle est poussée au-delà de ses limites. Elle développe une pneumonie le lendemain. Les enfants la regardent mourir, elles cherchent leur présence. C'est une confrontation violente avec l'injustice humaine. Et cette confrontation avec la mort, l'auteur la vit aussi pour lui-même face à la nature sauvage. Car la nature ne pardonne rien. L'accident de natation est fou. Il se baigne, s'éloigne trop et se retrouve coincé dans des nénuphars. La panique totale, il manque de se noyer.
On le sauve de justesse dans une barque. Et sa réaction est fascinante. Au lieu d'être soulagé, il a terriblement honte. Honte d'avoir eu peur, oui. Il considère sa terreur organique comme une défaillance morale inacceptable. Le lendemain, il retourne seul sur le lac. Il va là où c'est le plus profond, à 40 pieds. Il se lève dans la barque et plonge volontairement. Et en remontant, il hurle à son propre corps. « Prends ça !» C'est une autodiscipline radicale, une thérapie de choc pour imposer la volonté sur la panique. La leçon du Wisconsin, c'est que la nature exige une clarté d'esprit absolue. Il n'y a aucune clémence. Le texte documente la mortalité sans aucun filtre. Un pic vert noyé dans le lac juste parce qu'il a raté un insecte en vol. Des cailles décimées par le blizzard, retrouvées gelées en cercle dans la neige, les têtes vers l'extérieur pour garder la chaleur. Ou ce petit écureuil congelé dans son nid avec toutes ses provisions intactes à côté. La nature foudroie de manière aléatoire. Mais le point clé, c'est l'absence de jugement moral dans la nature. Le père épuisait la jument par dogme, l'école écossaise frappée pour punir, mais le blizzard ne punit pas les cailles. Il n'y a pas de méchanceté dans le froid. Exactement. Cette absence de malice permet d'accepter les lois naturelles et de développer une humilité envers le vivant. Alors qu'est-ce que tout cela signifie? On cherchait à comprendre la naissance d'une conscience environnementale majeure. Et on voit bien que c'est pas les coups de martinet ou la grammaire qui ont éveillé son esprit. C'est cette immersion brute. L'observation silencieuse. Survivre avec les bœufs, comprendre la mémoire traumatique d'un cheval, la logique face à une citrouille gelée. L'homme n'est qu'un élément d'un réseau immense. C'est la plus grande des éducations. Et ça nous mène à une dernière réflexion assez paradoxale pour clore notre analyse. Il faut parler du père. Ah, le père. Ce père, guidé par un dogme religieux extrêmement rigide, il utilisait des méthodes terrifiantes. Quand il défrichait la ferme, il allumait des feux de broussailles immenses. Et il obligeait ses fils à s'approcher des flammes, non, Monica? Oui, pour qu'ils sentent la chaleur insoutenable. Et il s'en servait pour leur décrire les feux éternels de l'enfer, le châtiment divin pour toute désobéissance ou sauvagerie. La terreur psychologique absolue. Sa mission, c'était d'extirper la nature indisciplinée de ces garçons, par la fatigue et la peur. Mais l'ironie est vertigineuse. Comment ça? Si ce père avait réussi à briser totalement la rébellion et la curiosité de son fils, le monde aurait perdu l'un des plus grands défenseurs de la nature sauvage. C'est vrai. Au final, on peut se demander si ce n'est pas cette dureté paternelle, combinée à la survie dans le Wisconsin, qui a forgé son endurance et sa résistance à la douleur. Cette carapace lui a permis, des décennies plus tard, de se battre sans relâche pour créer des parcs nationaux. La rudesse a servi de blindage à son empathie. C'est une complexe alchimie de l'esprit humain que je laisse à la méditation de ceux qui nous écoutent. C'est une pensée incroyable pour conclure notre analyse d'aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette plongée aux origines d'une sensibilité écologique fascinante. À très bientôt pour un nouveau décryptage.